va pouvoir passer à la suite, qui va être notre dernière conférence enregistrée avant de retrouver Franck Marchy en live pour des observations depuis la Californie, des observations du ciel depuis la Californie, puisque il commence à faire nuit là-bas. Je sais pas exactement quelle heure il est, mais voilà, nous il fait jour, eux il fait nuit. Et donc pour cette dernière conférence, nous allons avoir Pierre Guillot, qui est passé nous dire bonjour tout à l'heure dans le studio. Il est passé en début de soirée. Et donc, il travaille à l'IAS Paris-Saclay. Et il travaille sur un instrument, sur la mission JUICE, qui va explorer les lunes glacées de Jupiter. Et donc, il va parler des étapes de fabrication et de qualification d'un instrument spatial. Et c'est parti, Magnéto Michel. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue au festival du Big Bang au Big Band. Merci. Est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et sur quoi tu travailles globalement avant qu'on puisse entrer dans les détails et où tu travailles? Qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Pierre Guillot, je suis ingénieur de recherche à l'IAS, l'Institut d'astrophysique spatiale, à Orsay, et je travaille en ce moment sur le projet MAGIS, qui est un projet d'instrument spatial, d'exploration planétaire, exploration du système de Jupiter, dont notre laboratoire est responsable, on dit PI. C'est aussi le laboratoire où j'ai fait ma thèse avant de rester ici comme ingénieur de recherche. Tu es jeune docteur, voilà, très récent et brillant, et ça c'est moi qui le dis. Et donc Magis va partir sur la mission JUICE dans quelques temps. C'est toujours une question difficile de répondre quand est-ce que ça part. Mai 2022. Mai 2022. C'est la réponse officielle. Actuelle. Voilà. Voilà. Je connais les en mai choses 2022. officielles et officieuses, très bien. Sur la mission JUICE, effectivement, la sonde de JUICE. Ouais. Alors, tu nous as proposé de parler des missions spatiales en général et puis avec des exemples de missions planétaires. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment on conçoit une mission spatiale? Est-ce qu'on commence par fabriquer un instrument, avoir un but scientifique, avoir une idée scientifique? Est-ce qu'on est tout seul dans notre coin à dire j'ai une idée géniale, je vais aller sur Jupiter ou sur la Lune ou je ne sais pas quoi? Est-ce que tu peux nous dire comment tout ça fonctionne? Alors, oui. On peut commencer par dire peut-être que ça dépend beaucoup de l'agence. En France, on a une agence spatiale nationale qui s'appelle le CNES, qui actuellement ne fait presque jamais de missions seule. Les missions en général, en France, ce sont des missions européennes, ce sont des missions de l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Faire des missions spatiales avec la NASA, l'Agence spatiale américaine ou l'Agence spatiale japonaise, la JAXA, c'est assez différent. Là, je me permettrai seulement de dire des choses dont je sais qu'elles sont vraies pour les missions ESA. Je passe un peu de temps à présenter l'agence. Ça aura sûrement déjà mis de côté une de tes hypothèses qui était on est tout seul dans son coin et on fait les choses. Alors non, pas du tout. C'est ce que je représente sur le schéma là, que vous avez peut-être à l'écran. Avec le petit scientifique génial en Lego, là en deuxième. Non, il ne fait pas le travail tout seul. On peut peut-être dire que ça a été vrai à une époque de la conquête spatiale. C'est plus du tout le cas. Derrière une mission spatiale, il y a énormément de personnes, et pas du tout seulement des scientifiques. Loin de là. Même en fait, ils sont en minorité, de loin, en nombre. Ça commence, de façon très cadrée, actuellement, par un appel d'offres de l'agence spatiale qui va financer, réaliser la mission. L'appel d'offres, il est très codifié. Il va y avoir des missions de tailles différentes. Taille, ça veut dire taille de l'enveloppe budgétaire, mais aussi, en général, taille physique de la mission. Il y a souvent un lien. Et à partir de cet appel d'offres, c'est là quand même qu'on a besoin des idées géniales de notre fameux scientifique Lego. On répond, en tant que scientifique, avec des idées de pistes à explorer. Je veux aller explorer tel objet, avec tel axe d'étude, plutôt par tel angle d'attaque technique, instrumental, parce que j'ai 20 ans d'expérience, que je sais que jusque-là on a fait ça comme ça a mal marché pour cette raison, il faut encore comprendre cet aspect, or avec tel instrument, on y répondra mieux. Ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement une belle idée scientifique, déjà dans le début de l'appel d'offres, il y a j'ai une belle idée scientifique, mais en plus, on va y arriver comme ça, et comme ça, et comme ça. Au début, c'est beaucoup les idées scientifiques qui doivent s'enchaîner et montrer leur cohérence, ensuite peu à peu,
tout le travail de la réalisation de l'instrument, c'est de converger des idées scientifiques vers les idées techniques. Donc on voit que, comme tu disais, les scientifiques sont un peu en minorité, mais il y a déjà une imbrication des métiers scientifiques, entre guillemets, purs, et techniques et industriels assez tôt dans le processus. Elle va être de plus en plus forte au fur et à mesure du processus d'ailleurs. Une fois que la mission est sélectionnée, c'est la troisième étape sur le schéma-là, une fois que la mission est sélectionnée, il va falloir sélectionner un industriel qui va réaliser la sonde spatiale, sonde qui est presque complètement décorrélée des scientifiques et de leurs besoins. C'est un vaisseau, c'est juste un vaisseau qui nous emmène, et dessus les laboratoires de ces scientifiques mettent des instruments, c'est eux qui font la science. On réalise les instruments dans les laboratoires, c'est là qu'il y a un travail qui est à la fois scientifique et technique, et au milieu de la réalisation, il y a bien plus de travail technique que de travail scientifique. En plein milieu, en fait, c'est les ingénieurs qui réalisent tout. Et vers la fin, on retourne aux scientifiques, puisqu'on va intégrer cet instrument sur le satellite, faire les derniers tests, le lancer, et après le lancement, dans la mission, là, c'est presque plus que du travail scientifique, mais même pas tout à fait, parce qu'il y a encore un gros travail technique de gestion des données au sol, qui imbrique encore les deux. Donc là, tu nous as montré le panorama. Donc effectivement, les imbrications entre personnel technique, personnel scientifique, les idées, le travail d'équipe, tout ce lien. Et donc, peut-être que tu vas nous parler de ce sur quoi tu as travaillé ou de la science qui t'est plus familière, les sciences planétaires peut-être. Alors, on peut rentrer dans le détail. On peut rentrer dans le détail de certains points. Ce que j'ai dit là, c'est globalement vrai pour tous les types de missions de l'ESA. Là, je vais rentrer dans le détail de ce que je connais mieux, qui sont les missions spatiales planétaires. Il y a des petites différences selon les types de cibles, évidemment. Donc la première chose que vous faites, c'est regarder un objet. Là, on peut voir à l'écran une image d'artiste de Jupiter. Alors, la photo de Jupiter n'est pas d'artiste. Tout le reste est d'artiste. Et à partir de cette image, qui a été un peu travaillée pour faire ressortir certains aspects de ce qu'on va avoir envie d'aller explorer, on a peut-être envie de se dire, tiens, c'est marrant, autour de Jupiter, il y a un gros anneau orange, là. C'est quoi cet anneau orange ? C'est un tore de poussière et de glace qui en fait constituent les anneaux de Jupiter, chose dont on a très rarement entendu parler. En général, on entend parler des anneaux de Saturne, mais il y en a aussi autour de Jupiter, très très fins. On en a peu entendu parler pour une bonne raison, parce qu'ils sont très mal connus. D'autres choses sont très mal connues dans ce système. Il y a notamment, qui apparaît aussi à l'écran maintenant, la question des satellites glacés, Europe, Ganymède et dans une moindre mesure Callisto, qui sont des lunes très massives, de taille pour Ganymède bien supérieure à notre lune, qui sont des satellites dont la surface est faite de glace d'eau essentiellement. Et sous cette glace d'eau, il y a a priori un océan d'eau liquide. On a envie de penser exobiologie, on a envie de penser développement de la vie à partir du moment où on dit eau liquide. Bien sûr, il faut d'autres paramètres. Il se trouve que sous la surface de ces lunes-ci, pas mal d'autres paramètres pourraient être réunis. Un des objectifs, par exemple, qu'on peut avoir envie de se fixer, et c'est le cas pour la mission JUICE et pour l'instrument Magis, c'est d'aller voir plus en détail. Essayer d'avoir des détails sur ce qu'on peut voir de ce qui se passe dans l'océan en dessous. Si l'océan en dessous ne contient que de l'eau liquide et est très très pauvre en minéraux, alors évidemment si on y trouve des acides aminés ce sera formidable, mais s'il est de base très pauvre en éléments chimiques, il y aura peu de chance, on est mal parti. Donc on va avoir envie avec Magis de se dire je vais faire des photos, et puis pas que des photos, des spectres aussi, c'est-à-dire un moyen d'avoir la composition, à des endroits où la glace est plus fine, ou peut-être il y a eu des interactions entre la glace et la surface, plus exactement entre l'eau liquide et la surface, à travers la glace, et là peut-être trouver des traces d'éléments qui pourraient se complexifier et mener à quelque chose d'organique. Donc on va se poser ce type de questions-là pour définir la mission. Donc tu nous dis deux choses. Donc d'abord, il y a de l'eau sur les satellites joviens et saturniens, de Saturne. Parfois, les gens peuvent penser qu'il y a de l'eau que sur Terre. Je sais que c'est pas le cas. S'il n'y avait pas d'eau sur Jupiter, il n'y aurait pas d'eau sur Terre. Et voilà, je préférais que ce soit toi qui le dise. Est-ce que tu peux... En tout cas, selon ce à quoi on croit en général en planétologie actuellement, il n'y aurait pas assez d'eau sur Terre s'il n'y avait pas d'eau sur Jupiter et sur Saturne. La plus grande partie de la masse aqueuse qu'a récupéré la Terre au tout début de sa formation, a priori, a été apportée essentiellement par Jupiter et Saturne. C'est notamment l'étude des systèmes exoplanétaires autour d'autres étoiles qui nous a permis de montrer que notre cas était très particulier et que la quantité d'eau à la distance du Soleil à laquelle on est ne suffit pas du tout en temps normal à faire la quantité d'eau qu'on a sur Terre. Donc la glace d'eau, l'eau sous forme de glace, à cause des températures et des pressions, se trouve essentiellement au niveau de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune. Nous, c'est l'exception, pas la règle, c'est l'inverse en fait.
Et tu disais donc avec Magis, donc cet instrument sur Juice, tu vas nous en parler. Vous allez pouvoir voir la glace, etc. Donc vous n'allez pas percer, vous n'allez pas vous poser, vous allez donc faire de ce qu'on appelle la télédétection. Enfin, vous allez être en orbite. Donc pareil, il y a peut-être des gens pour lesquels on a peut-être l'impression qu'on va toujours aller sur Mars, etc. Donc là, vous n'allez pas vous poser, vous allez faire ça à distance. Donc est-ce que c'est une technique générale qu'on utilise ou est-ce que c'est une exception ? Alors, assez. Se poser, c'est très compliqué. Bah oui. On le fait sur Mars, c'est devenu habituel, mais parce qu'on en a l'expérience depuis très longtemps. Au début des premiers rovers martiens, enfin même pas des premiers atterrisseurs martiens, il faut savoir que la NASA et les Roscosmos, l'agence soviétique, ont eu énormément de mal. Le nombre d'échecs, même s'il est peu connu parce qu'il a maintenant plus de 50 ans, est énorme. Maintenant, on maîtrise à peu près. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on maîtrise à une distance telle que celle où se trouvent Europe, Ganymède, les lunes de Jupiter. Et ça ne veut pas dire que ça apportera quelque chose. Percer une vingtaine de kilomètres de glace, on ne sait pas faire, notamment pas sur Terre. C'est ça. Donc n'essayons pas de le faire. Aux confins du système solaire. Voilà, aux confins du système solaire. Donc c'est une technique très classique qui est utilisée beaucoup sur Terre. C'est aussi un peu comme ça qu'on fait de la recherche d'hydrocarbures sur Terre. C'est comme ça qu'on fait un peu de suivi météo. C'est pas la technique dominante pour la météo, mais c'est de l'imagerie hyperspectrale, on appelle ça. Alors le nom est barbare. Tu vas nous montrer ce que mais le résultat est sympathique. Voilà, c'est ce que vous avez à l'écran. Ça consiste. Alors, on regarde la partie droite de l'image. On a tout à droite le résultat de cette image hyperspectrale et vers le milieu de la slide, la technique. Donc la technique, elle consiste à observer une surface. La surface, c'est les carrés, c'est la surface planétaire qu'on cherche à observer, par exemple un océan terrestre. Et puis au-dessus de ça, qu'est-ce qu'on met ? On met un instrument d'optique, un télescope, on veut faire une image de cette surface. Et derrière, on met un réseau, un élément dispersif. Quelque chose, en gros, qui va disperser la lumière, la diviser en ses nombreuses couleurs. On pourrait mettre une goutte d'eau, faire un arc-en-ciel, c'est le même travail. Notre goutte d'eau est plus élaborée, mais c'est une goutte d'eau. Et on récupère l'arc-en-ciel sur un détecteur, sur des pixels, exactement comme un appareil photo. Donc on fait une photo de cet arc-en-ciel, et selon l'endroit où il a été pris à la surface, eh bien, on va avoir telle et telle information. Parce que, dans le spectre, décomposition de la lumière, on a des signatures de plein de choses, des éléments chimiques, de leur température, des densités qui règnent à cet endroit. Donc en fait, c'est une carte d'identité complète, mais vue de loin, en fait. Voilà. Donc c'est très puissant. Par la spectroscopie. C'est l'outil qui est utilisé de façon très majoritaire en planétologie, et même au-delà de la planétologie aujourd'hui, parce que les photons sont notre meilleur élément d'analyse à distance, encore que c'est en train de changer. Oui, il y a d'autres choses qui apparaissent. Eh bien, très bien. Donc là, tu nous as montré la technique hyperspectrale. Est-ce que tu peux nous montrer maintenant l'instrument que vous êtes en train de construire à l'IAS Orsay ? Donc, tu utilisais le terme laboratoire. En fait, ce sont des laboratoires de recherche au sein de grandes universités et d'unités du CNRS. Donc, ici, c'est l'université Paris-Saclay, avec des labos du CNRS des labos du CNRS et du CNES. Voilà. Donc alors, c'est quoi ce bel instrument ? Alors, c'est un laboratoire spatial, donc voilà, qui est la spécificité d'être spécialisé dans la réalisation de ces instruments. L'idée, c'est de partir d'en haut à gauche et d'arriver en bas à droite, c'est-à-dire de partir de plein de petits éléments. Alors, ce que je vous montre en haut à gauche, il y a un seul tout petit morceau qui pourrait aller sur le satellite, c'est le carré violet au milieu. Tout au milieu, là, il y a un petit carré qui est un peu mauve, il est mauve à cause des réflexions. Le reste, c'est un dispositif de test. C'est petit, ça fait 1,8 mm par 1,8 mm. C'est un détecteur. C'est ce que vous avez dans votre appareil photo ou dans le téléphone. Encore que c'est encore plus petit dans le téléphone. Ici, il y a donc une matrice de pixels, carré de pixels, qui va faire l'image. C'est un des très nombreux éléments. Il y a des éléments thermiques. Il faut gérer le comportement de la température dans l'espace. On est dans un environnement à 3 Kelvin, moins 270 degrés Celsius. Et on a des dispositifs électroniques qui font les images, qui les renvoient vers nous, qui les traitent un petit peu en vol parfois, qui vont chauffer. On peut avoir comme ça, à quelques centimètres de distance, moins de 170 degrés, 50 degrés Celsius. Voire 100, je suis gentil avec 50. Il faut gérer ces gradients, il faut gérer ces situations. On travaille dans le vide aussi. Essaye d'envoyer ton téléphone dans le vide, il ne va pas revenir en bon état. Donc il faut que nos détecteurs fonctionnent dans le vide, il faut qu'ils fonctionnent dans toutes ces conditions-là. Donc c'est un ensemble de métiers, de compétences et de sous-éléments. Ce détecteur, ses liens thermiques, son électronique derrière, la mécanique qui emmène tout ça et qui survit au tir, puis au vide, qui vont nous donner ce qu'on peut voir tout à fait au milieu, qui est une représentation 3D de l'instrument assemblé, d'un des étages de l'instrument. Ce qu'on voit représenté en vert un petit peu transparent au milieu de tous ces éléments, c'est le chemin optique, c'est le chemin que va suivre la lumière. Et le reste, ce sont les éléments de l'instrument.
Et une fois qu'on aura assemblé ces instruments, que des opticiens, des thermiciens, des électroniciens et des mécaniciens auront assemblé tout ça, il faudra le tester. C'est une très grande étape. Ce n'est pas parce qu'on vient de fabriquer un prototype pour la première fois qu'on le maîtrise parfaitement, loin de là. Il faut le maîtriser d'abord, le tester dans tous les sens, à tous les niveaux, et ensuite on pourra l'envoyer, et espérons qu'on connaîtra mieux les 5 jolis petits objets qui sont dans la dernière photo. Donc Jupiter et ses lunes. Donc l'instrument, la taille de Magis, ça sera quoi à peu près pour donner une idée? C'est la C'est taille trop de grand. cette table ou, C'est trop grand pour nos installations de test, c'est difficile à gérer. Magis, au plus grand, il fait 1m10. Son radiateur fait 1m10 parce qu'il y a des radiateurs dissipés à chaleur. Oui. L'instrument lui-même, la partie télescope, 80 par 80 cm à peu près. Donc ça tiendrait sur Ça fait une petite 50aine de kilos. C'est ça. Donc en fait, pour que les gens puissent comprendre, la mission JUICE, comme tu disais, c'est comme un bateau, enfin un spacecraft, comme on dit. Et qui ne tient pas dans la pièce autour de nous. Alors qui ne tiendrait pas Lui, par contre, dans la pièce, voilà. Et sur laquelle on met comme des Lego des instruments scientifiques indépendants et qui doivent fonctionner. Ah oui, alors tu as peut-être un exemple. C'est un petit peu à ça que sert la jolie petite maquette de Rosetta, n'est-ce pas qui avait des panneaux solaires, qui est partie explorer donc la petite comète Chury. Il y a quelques années, donc une version miniature ici. Voilà. Elle avait des panneaux solaires qui étaient un record d'ailleurs, en termes de taille. Il faisait plusieurs mètres, surface de plusieurs terrains de tennis. Et puis dedans, il y avait une dizaine de petits instruments, il y avait notamment le petit Philae qui était dessus, qui était lui-même un super instrument, parce qu'il en contenait 10. Et sur Rosetta et Philae, il y avait plein d'appareils photo. Il n'y a pas que des appareils photo, mais l'appareil photo sert à figurer les instruments qu'on met dessus, et pour lesquels il faut tout ça pour que ça fonctionne dans l'espace. Il faut de l'énergie, il faut des panneaux solaires, il faut pouvoir communiquer avec la Terre. La partie communication en général prend beaucoup de place. Exactement. Il faut pouvoir l'emmener dans l'espace, donc il faut un vaisseau qui va centraliser tous les besoins des instruments. Et alors donc, vas-y. L'antenne, c'est absolument critique, enfin tout est critique, hein, mais en particulier parce que si on prend des bonnes données et puis qu'on pointe là où il ne faut pas, etc., on rate l'essentiel les données, c'est toujours très critique. La dernière mission qui a exploré le système de Jupiter en détail, donc celle dont on hérite aujourd'hui, alors il y a la mission Juno américaine qui est en orbite en ce moment, mais la dernière qui s'est terminée, c'était fin des années 90, c'était Galileo, une mission NASA aussi. Et Galileo, il faut savoir qu'elle a eu de graves problèmes d'enregistrement de ces données et de réexpédition vers nous. Elle n'a pas pu envoyer la totalité de ces données, loin de là. Il y a une grande partie qui a été perdu. Et c'est pas la faute des instruments, c'est la faute d'une bande magnétique qui s'est collée et qui a été difficile à décoller. N'est-ce pas? Quand on pense à tout ce qui doit bien marcher pour que c'est très exactement. Compliqué. D'où l'intérêt de tout tester. Alors tu l'évoquais, tu as évoqué plusieurs choses particulièrement critiques. Donc la différence des métiers, ça j'aimerais bien qu'on revienne juste là-dessus. Tu as parlé d'électronicien, thermicien, mécanicien, électronicien, opticien. Voilà. Globalement, on a les 5 étages du laboratoire. Voilà. Voilà. C'est donc pas forcément facile de travailler parce que chacun a ses spécialités. Et puis il y a ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire comment l'opticien file son bébé à l'électronicien, il faut que tout rentre, etc. Donc comment tout ce petit monde travaille ensemble? Est-ce que ça se tape dessus? Est-ce que... J'imagine que non, mais voilà, toi, ton expérience... Dans la dent, toi, qu'est-ce que tu faisais? Tu fais? Alors, moi, j'y dis, on est un 6e, c'est les scientifiques. Oui, exactement. Très important. Exactement. Et on peut compter un 7e, c'est les managers qui sont plutôt côté ESA et CNES. Tout à fait. Et qui sont aussi présents au labo, doit y aller voir évidemment. Oui. Tout ce monde-là doit se parler, c'est pas évident. C'est peut-être l'aspect le plus critique de la bonne santé d'une mission spatiale. Moi, je suis à l'interface. Je fais une thèse de sciences, j'ai une formation qui est 100% scientifique, astrophysique, spécialisée en planétaire. Mais maintenant, j'ai dit au début que j'étais ingénieur de recherche, je me dirige de plus en plus vers la partie ingénierie et on peut me rapprocher de plus en plus d'un opticien. Parmi les différentes branches, c'est d'eux que je suis le plus proche. Donc je suis à l'interface, justement, je fais l'interface entre les scientifiques et les opticiens. Et c'est beaucoup de travail en équipe, c'est beaucoup d'interactions. Il faut essayer de trouver les moyens efficaces de communiquer. Il y a énormément de réunions, il y a énormément de documents d'interface, il y a énormément de je viens toquer dans ton bureau 3 fois par jour, parce que ça marche bien, ça. Ça marche le mieux, ça marche bien. Voilà. Alors tu évoquais aussi la notion de test. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne sont pas habitués. Il y a une exigence de fiabilité et de robustesse dans les missions spatiales, parce qu'il ne s'agit pas d'aller réparer un truc qu'on aurait mis 10 ans. Hein. Je sais plus, On l'a fait pour Hubble, mais c'est tout. Que pour lui. C'était designé pour ça. Mais quand on conçoit pendant plusieurs années une merveille comme Rosetta et Philae, et puis là maintenant JUICE et tous les autres, faut que ça marche, il n'y a pas d'autre option.
Et donc, les tests servent à la fois à s'assurer que tout marche bien, mais est-ce que ça sert aussi à, je sais pas, vérifier les performances, s'assurer que, je sais pas, on a bien branché les... Enfin, voilà, comment ça... Est-ce que tu peux nous donner un mot? Est-ce que ça se fait comme ça sur un coin de table, un peu comme ici? Est-ce qu'il y a des matériaux spéciaux, des endroits spéciaux? Voilà. Comment ça marche, les tests? Parce que ça, on n'en parle pas souvent, en fait. Non, effectivement, alors que c'est un grand morceau de la vie d'une mission spatiale. C'est un très gros morceau, comme on le sait. Alors, ils ont lieu... Il y a des tests dits fonctionnels qui consistent à vérifier qu'on a tout bien branché et que quand j'envoie une commande, il se passe ce qui doit se passer et que le comportement de l'instrument fonctionne. On ne dit pas fonctionnel pour rien. Quand on fait on-off, je lance mon micro-ondes à telle puissance, pendant 30 minutes, il se passe bien ça et pas autre chose. Quand on fait les premiers tests fonctionnels, il se passe pas ça. Ah bon. C'est normal, c'est des prototypes. Et ensuite, il y a une partie qu'on appelle l'étalonnage, qui consiste là à aller gratter dans le détail, essayer de recréer des conditions les plus proches possibles des conditions de vol de la mission, prendre des images, faire des observations avec l'instrument les plus proches possibles de ce qu'il va faire en vol, sauf que la différence, c'est qu'en vol, l'instrument est censé être connu, les cibles sont inconnues, sont à explorer, et là on fait l'inverse. On doit s'acharner, et c'est le cœur de mon travail, ça a été le cœur de ma thèse, c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui à l'IAS. On doit s'acharner avant à faire un dispositif optique, mécanique, que l'on maîtrise le mieux possible, de manière à ce que l'instrument qui à ce stade est l'inconnu, observe ces éléments parfaitement connus, et qu'on fasse le rapport entre les deux. C'est ça l'étalonnage. C'est la dernière étape de vie d'un instrument, parce que ça se fait quand l'instrument est prêt. Et donc avant ça, il y a beaucoup de tests fonctionnels sur toutes les petites étapes. Si on ne teste pas les petites étapes, tu te doutes de ce qui arrive à la fin, ça ne marche pas. Mais il y a aussi une caractérisation un peu plus poussée de certaines petites étapes lorsqu'elles sont particulièrement critiques. L'électronique, par exemple, une fois qu'on a fini de l'assembler, on ne se contente pas de l'allumer. On fait plus que l'allumer. On envoie des ordres, on vérifie ce qui se passe, on la met dans des situations difficiles, on vérifie que ça continue à fonctionner, fonctionner correctement. Pareil pour l'élément le plus important qui est le détecteur. C'est ce que je vous montre là ici à l'écran. Vous avez tout à fait à droite le petit détecteur de tout à l'heure, vous vous en souvenez peut-être, c'était lui qui était en photo là tout en haut à gauche. Donc c'est un élément particulièrement critique avec son électronique. C'est lui qui va faire les images, c'est lui qui va définir leur résolution spatiale, leur qualité, c'est lui qui fait l'essentiel du travail. On va le mettre dans une cuve à vide, c'est l'élément que vous voyez en plein milieu. Là j'ai pris une photo dans une cuve à vide, elle est ouverte ici. Et tout à gauche vous avez une photo du hall blanc, du hall de test. C'est un hall propre, c'est pour ça que je dis blanc. Parce qu'on évite les poussières pour plein de raisons, pour éviter la contamination, pour éviter les courts-circuits, parce que il ne faut pas que ça se mette sur les circuits électroniques. On travaille donc dans ce hall propre. Donc juste pour préciser, hall propre, c'est on rentre pas comme ça, on rentre avec... Voilà, on est très beau, on est très élégant. C'est une salle blanche. Moi je dis aux étudiants, on est habillé en schtroumpf, mais c'est déguisé en lapin. En lapin, l'équipe c'est déguisé en lapin. Le lapin, c'est bien aussi. On met sa charlotte, sa blouse, ses gants, son masque, etc. Comme on est en bleu, c'est sur chose, voilà. D'où le mais il faut pas être en bleu. Ne sont en bleu que les personnels station. Les personnels labo sont en vert. Attention. J'ai eu des passes Donc droits à nous l'époque. sommes en vert. Et nous allons travailler dans ces salles blanches sur alors soit les instruments qui sont dans leur cuve à vide, où on va essayer de descendre aux pressions proches des conditions spatiales, non pas pour reproduire ces pressions, parce qu'en fait c'est pas très intéressant. C'est très facile de vérifier mécaniquement que c'est bon. Ça c'est très facile. C'est pour ne pas faire de glaçons. Parce qu'on va descendre en température très bas, parce que là par contre le comportement thermique lui il est presque impossible à prévoir, il faut reproduire la condition thermique. Et d'ailleurs ça ne marche pas si on n'est pas dans les bonnes conditions thermiques. Donc on descend dans notre cas à 80 Kelvin, moins 200, moins 190 degrés Celsius. Et si on fait ça là dans la pièce, il va y avoir un énorme glaçon à la place de l'endroit où je l'ai fait. C'est pour ça qu'il faut du vide, c'est la raison essentielle. Donc on descend, on fait du froid, des cuves à vide thermiques, et puis on met dedans parfois un petit peu de dispositif optique pour contrôler nos faisceaux lumineux. Mais le plus souvent, on va mettre surtout l'instrument qui a besoin d'être dans ces conditions vides, thermiques, extrêmement propres, extrêmement contrôlées. Et puis à l'extérieur, c'est ce qu'on peut voir dans la photo de gauche. Devant la partie cuve, il y a une cuve verte là au milieu qui est grande, et devant il y a tout un caisson noir et gris. C'est le caisson optique dans lequel on met toutes nos optiques, toutes nos sources qu'on doit donc parfaitement caractériser. C'est l'essentiel de mes journées en ce moment. Et on enverra ensuite leur signal bien maîtrisé dans cette cuve où l'instrument attend de recevoir ça, de nous faire des images et nous on va interpréter. Et donc cette salle blanche qu'on appelle station d'étalonnage et d'intégration à l'IAS à Orsay,
Donc toi, tu arrives avec ton instrument, tu le poses, tu allumes, ça marche ou voilà Ce serait beau. En fait, chaque mission est ultra spécifique et nécessite un dispositif particulier, c'est ça? C'est pour ça que c'est un redéveloppement à chaque fois. Oui. On fait de la recherche, donc on fait que des prototypes. C'est ça. Toute la différence avec l'industrie. Exactement. On fait des séries. On ne fait que des prototypes et c'est pour ça que tout est à redécouvrir à chaque fois. Exactement. L'instrument, chaque objectif de mission étant différent du précédent parce que on a envie d'évoluer et d'avancer. Exactement. Les spécifications techniques de la mission sont évidemment différentes des précédentes. Et donc pour réussir à tester que l'on a bien atteint ces nouvelles performances, qu'on a bien réussi à faire tel nouveau système, telle nouvelle logique d'acquisition, le système de test lui aussi à chaque fois est unique, est développé pour. Il y a des points communs. Les cuves, la cuve là qui est en plein milieu de l'image à gauche, elle est vieille. Je crois qu'elle date de la fin des années 50. Oui. Voilà. Elle est toujours là, elle marche toujours très bien. Donc il y a des choses qui restent. L'électronique a évolué, mais la cuve est la même. Encore que on envoie dans l'espace l'électronique d'il y a au moins 10 ans. C'est ça. Plutôt 20 pour être sûr que ça marche. Mmh. En revanche, par exemple, le bande optique qui est devant, on a gardé un héritage qui a une petite dizaine d'années, mais on n'a gardé qu'une partie. Une grande partie de mon travail aujourd'hui, c'est de réinstaller, remettre en place, vérifier que les nouvelles sources, certaines nouvelles optiques, la nouvelle idée de dispositif qu'on a eue, une nouvelle manière d'assembler ces éléments, fonctionne et produit les performances qu'on attend. Tu nous as parlé tout à l'heure d'écart de température dans l'instrument, parce qu'en fait, les gens peut-être ne percutent pas complètement que dans le spatial. Donc il y a du vide, tu en as parlé, mais finalement le vide, c'est pas le plus dramatique. Ce sont les écarts monstrueux de température qu'il y a. Et alors je ne sais pas si tu nous as apporté des objets, je ne sais pas si tu peux nous en parler. C'est vrai que ça, j'en ai pas encore parlé, effectivement, Voilà, ça vient à ce moment-là. Il y a souvent le débat de mais pourquoi on envoie du monde dans l'espace, pourquoi on envoie ça sert à rien, arrêtons de jeter l'argent du contribuable par les fenêtres. Demandez à tous les gens qui ont eu besoin d'une couverture de survie un jour dans leur vie. Ils sont contents qu'il y ait eu l'exploration spatiale. Ils savent probablement pas que c'est à cause de ça, mais pourtant si. Ce que j'ai là dans les mains, c'est 10 couches de couverture de survie, avec entre ce qu'on appelle dans le jargon du voile de mariée, un petit filet fin qui sépare les couches de couverture de survie pour qu'elles servent à quelque chose. Donc on a ces dizaines de couches. Là j'ai une version facile. Sur les instruments, on met une trentaine de couches. Et donc il y a un art qui est l'art de coudre ça. Nos thermiciens sont très bons à ça. Donc cet isolant, qu'on appelle de la MLI, isolant multicouche, il a été inventé pour les missions Apollo parce que la thermique dans l'espace c'est très difficile à gérer. Il fallait une isolation excellente. Et c'est là que vient la couverture de survie. C'est ça. Voilà. Donc cette MLI, on recouvre à peu près tous les morceaux de l'instrument de ça parce que les parois de ces cuves à vide, elles, sont à la température ambiante. On ne va pas descendre à moins 190 degrés les dizaines de mètres carrés, je pense, en tout, de surface de l'intérieur de cette cuve. C'est impossible, la dépense énergétique serait titanesque. Donc, on enrobe l'instrument, mon cube de 80 par 80 de tout à l'heure, là, avec ça. C'est pour ça que c'est scotché de partout et que ça a une drôle de forme, parce qu'il faut que ça suive. Il faut que ça vienne autour de l'instrument. Et ça va permettre, lui, de le descendre à la température qui va bien. Voilà. Alors, donc là, c'est pour le test, on a bien compris, pour que la température corresponde au test qu'on veut faire. Les satellites sont souvent recouverts de couleurs un peu comme ça. Donc, est-ce que c'est la même chose? Ça qui leur donne leur couleur, souvent. L'extérieur des satellites, et pourquoi? Et même si c'est pas ça, c'est un truc qui ressemble. Alors, exactement, c'est un truc qui ressemble. Si, c'est ça, c'est 30 couches de MLI en général. Ça, avec, alors, souvent, au lieu d'avoir une couleur grise, c'est plutôt doré. Oui. Alors, c'est souvent plutôt doré, soit parce qu'on l'a recouvert d'une couche dorée pour être plus réfléchissant dans les gammes de longueur d'onde. Plusieurs manières d'être réfléchissant. Ça a l'air d'être réfléchissant, je sais bien. Mais ce serait mieux réfléchissant dans plus de gammes de longueur d'onde si c'était doré. Et puis, c'est aussi tout le temps jaune à cause de ce que vous voyez sur le côté, le Kapton, qui est le scotch préféré de l'ingénieur spatial. C'est du scotch qui va dans l'espace, qui tient dans le vide, qui tient en froid et qui est isolant. C'est formidable comme invention. Donc, oui, on envoie dans l'espace des choses scotchées de partout. C'est ça, ça marche mais avec très du bien. scotch spécial Voilà. qui a cette couleur-là. Donc voilà, on aura quelques secrets de fabrication des satellites. Alors là, on a parlé de l'instrument, des tests, mais ce qu'on envoie, on l'a dit tout à l'heure, c'est une série d'instruments sur le spacecraft. J'essaie de trouver le mot en sur français. La sonde. En fait, il y a un autre terme, mais je vais trouver, ou module de service ou des choses comme ça. Oui, on a une charge utile sur un module de service et sur un... Je crois que c'est ça la dénomination,
Mais donc, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as ton bel instrument? Tu l'emmènes où ça, à Cannes ou à Liège ou à Nordwijk ou que sais-je? Nous, en général, on va l'emmener à Nordwijk. Voilà. Ou éventuellement à Liège. Alors, précise peut-être pour ceux qui nous écoutent ce que c'est, parce que là, on parle Alors, entre initiés, mais... une fois que les instruments sont fabriqués dans les laboratoires et qu'ils ont été étalonnés, Oui. on a fait ce fameux test complet de caractérisation des performances, on l'envoie au contracteur industriel qui a réalisé la sonde. On réalise ce qu'on appelle l'intégration, c'est-à-dire l'ajout des instruments dans la sonde, montage, dans le satellite, voilà, le montage, littéralement. Et ensuite, en général, ça s'en va de l'industriel. C'est très rare que ce soit lui qui fasse ça. Ça part dans des installations de l'agence. Donc dans ce cas-ci, l'ESA qui a des installations d'une taille suffisante, effectivement, à Liège et à Nordwijk. Donc Liège, là, c'est ce que je vous montre aux Pays-Bas, au centre de l'Agence spatiale européenne. C'est ce qu'on voit à l'écran, sauf que là, c'est en Californie pour les tests d'un instrument NASA, de la sonde, du télescope même dans ce cas-là, du JWST. On voit ces miroirs dorés là au fond. Il y a plusieurs mètres, il y a plus de 10 mètres là de hauteur. Et donc c'est cette cuve gigantesque dans laquelle il est en train de rentrer avec tous ses instruments. Alors, sur la photo, il n'y a pas les instruments, il me semble. Mais dans la fin de vie de JUICE, il y aura les instruments dessus. On l'entre dans une cuve de nouveau à vide, d'une taille cette fois-ci monstrueuse pour tout contenir, et on refait des tests. Alors on ne refait pas des étalonnages, on ne refait pas des tests dédiés, ce serait irréalisable à cette échelle-là, et surtout on est trop près du lancement pour arranger quoi que ce soit. S'il y a quelque chose à sauver, on peut plus. Il faut le faire avant. Donc là, ce sont des tests plutôt fonctionnels, qui vont aller relativement vite, mais qui vont prendre beaucoup de temps à réaliser à cause de la complexité d'une manipulation pareille. Donc la différence entre l'instrument que tu montrais tout à l'heure, c'est que là on met tout le satellite en mode final et on teste pour être sûr que tout marche, et après on envoie on allume tout, sur le le lanceur, que ça se passe bien. Et ensuite on envoie, alors dans le cas de JUICE, sur la toute dernière Ariane 5. Nous aurons les honneurs de la toute dernière Ariane 5 à décoller 1 an après l'arrêt de la fabrication. C'est ça. Ce sera le dernier vol d'Ariane 5. Voilà, avant de passer à Ariane 6. Donc des grands moments de stress, mais voilà, mais pareil, c'est Ariane Espace et les autres lanceurs savent très bien faire. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, donc mi-2022 à peu près pour le lancement du JUICE. Voilà. Est-ce que ça met... Combien de temps ça met pour aller vers Jupiter? Parce que voilà, il faut y aller après. Comment ça se passe? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu es en vacances pendant, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans? T'as autre... Voilà. Si c'est mars, c'est que 1 an ou 2. 2 ans. Pour ce qui est du travail sur cette mission en particulier, les scientifiques sont presque en vacances. Il y a beaucoup moins de travail que l'étape d'étalonnage et aux premières étapes d'opération. Il y a quelques opérations en général de tests qui ont lieu pendant le vol, pendant la phase de cruise phase, phase de voyage. Mais c'est rare et c'est peu. Il y a surtout du travail technique derrière pour assurer le bon vol de la sonde. Non, c'est long. Rosetta, la petite courageuse qui est là, elle a eu presque 10 ans de vol. 10 ans de vol. Donc en fait, on lance, c'est ça. Et on l'a mise en sommeil pendant une grande partie du temps, qu'il n'y a pas forcément des choses à faire dessus. Lancement 2004, arrivée 2014. Ouais. Donc en fait, vous passez des années à concevoir un super instrument. On fait une pause. Vous lancez à la mer, entre guillemets, mais et on passe des années à exploiter. Voilà. Et voilà, il faut attendre l'arrivée. Et donc pour JUICE, ça sera... Alors dans le cas de JUICE, il y a 9 ans à peu près, puisqu'on tirait en 2022, on arriverait en 2030. D'accord. Si tout va bien. Mais la mécanique orbitale, c'est pas si simple. Il faut que les planètes s'alignent, littéralement. Voilà. Donc, selon le moment où on tire, le voyage va prendre plus ou moins longtemps. Si on rate le coche mai 2022, non seulement on repousse le lancement lui-même, mais en fait, dans les opportunités suivantes, on ajoute aussi du temps de voyage. On ajoute presque 2 ans, en fait. Si on alors pourquoi? Parce que bon, je sais pas, si Jupiter, c'est cette grosse, voilà, moi je suis la Terre. Pourquoi on fait pas juste ça? Eh ben, alors. De quelle nationalité es-tu? Je suis européen. D'accord. donc tu ne vas pas faire ça. Ah bon, en tout cas, dans les 3 quarts des cas. Non, c'est vrai qu'il y a des habitudes culturelles entre agences. Il y a des exceptions, hein, évidemment. Les 2 agences savent faire les différentes méthodes de tir. Mais il faut avouer que souvent, la NASA fait ce qu'on peut voir à l'écran là, sur la partie gauche. Ça, c'est le tir de New Horizons. On a la position des planètes à une date, peut-être la date du lancement, je suis pas sûr. Et on a en vert le trajet de la sonde. Ça a l'air de ressembler tout ce que tu fais là, c'est tout droit. On part de la Terre, on va vers Pluton. Et puis à droite, où j'ai mis un drapeau européen, on a la trajectoire prévue pour JUICE, pour nous, pour arriver vers Jupiter. Il y a plein de ronds. Voilà, il y a plein de ellipses ou des New Horizons, pour aller vers Pluton, qui est donc à 40 unités astronomiques,
a mis 9 ans. Nous, pour aller vers Jupiter, qui est à 5 unités astronomiques, on va mettre 8 ans et demi. Voilà. Mais Alors, New Horizons a observé Pluton pendant environ 20 heures. C'est ça. Nous, on va observer Jupiter pendant plus de 2 ans. Voilà. Parce que quand on arrive, si on tire tout droit, c'est la technique, on tire tout droit, et la Ça. technique, on fait des assistances gravitationnelles, on appelle ça. Si on tire tout droit, on va donner tellement de vitesse initiale que pour la sonde, il sera impossible d'emporter assez de carburant pour freiner au niveau de sa cible. Quand elle arrive au moment intéressant. Donc ouais. c'est une manière d'aller vite, Ouais. si on est pressé, mais la quantité de retour scientifique sera forcément beaucoup plus faible. Parce on passe très vite à côté de notre cible Voilà. et puis bye bye. Et il n'y a pas moyen Voilà. de s'arrêter. Ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en orbite autour de Jupiter d'abord, puis en orbite autour de Ganymède, chose qui n'a jamais été faite, en orbite autour d'une des lunes, pour l'étudier très en détail. Donc on est obligé d'arriver doucement. Donc il faut arriver c'est-à-dire- doucement pour être en orbite, c'est Voilà. ça. Ouais. Et pour arriver doucement, on fait des assistances gravitationnelles. On se met presque en orbite autour de la Terre, autour de la Lune, autour de Vénus. Et en fait, on utilise un effet de fronde en passant à côté pour nous faire notre gentille trajectoire suffisamment lente pour arriver à la vitesse voulue près de Jupiter, avec l'angle voulu, et être capable de faire une orbite en arrivant, C'est ça. l'orbite qu'on veut. Et ça, essentiellement sans carburant. L'assistante gravitationnelle Le moins fait que possible. on Bah, on en- accélère juste Voilà. ce qu'il faut. En fait, on met un coup de carburant à chaque arrivée C'est ça, et oui. chaque départ en général, à proximité d'une masse qui Bah, peut ouais. nous faire notre assistance gravitationnelle. Donc c'est une manière finalement très rusée, mais qui prend du temps. Du coup, c'est voilà. Donc d'où le décalage entre le tir finalement et l'arrivée et les opérations scientifiques. Donc tu dis sur place ça observera pendant à peu près 2 ans. C'est la durée nominale. Qu'est-ce qui limite? Il n'y a pas de choses qui limitent comme du carburant, des choses comme ça. C'est plus une mission nominale voilà, qui est prévue parce que c'est comme ça que les Pas projets beaucoup de sont- missions nominales qui sont restées que nominales. Bah, Parce que exactement. quand tout se passe bien, on rallonge. On rallonge Exactement. allègrement. Exactement. Le fait qu'on communique encore avec Voyager, Bah oui, c'est un bel ça, exemple. c'est ça. Plus de 40 ans Ouais. après. Non, sur Juice, je réfléchis, je suis presque sûr. Non, je suis sûr. Sur Juice, il n'y a pas de consommable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liquide autre que le carburant qui sera limiter. consommé et perdu c'est ça, ouais. au cours du temps. Ouais. C'est notamment pour ça que Magis a des très grands radiateurs. Oui. C'est pour qu'en général les liquides sont liquides cryogéniques Ouais. pour générer le refroidissement dont on a besoin. Là, ce sera pas le cas, c'est un refroidissement passif, on a des radiateurs. Exactement. Donc non, la mission peut, et si tout se passe bien, sera Oui. étendue allègrement. L'ultime limite, ce sera le carburant, mais on emporte toujours beaucoup trop de carburant. Lorsqu'il n'y aura plus avant qu'il n'y ait plus de carburant, contrairement à Voyager ou à d'autres, on sera quand même obligé de s'arrêter à un moment, parce que quand on atteindra des niveaux trop bas, contrairement par exemple à certaines missions martiennes, Oui. on finira par une entrée dans l'atmosphère de Jupiter. Oui. Parce que pour ces missions-là, on refuse qu'il y ait le moindre risque de contamination des surfaces Oui. à cause de la présence d'Europe. Europe, Oui. qui est donc celle De surface parmi des ces lunes. Voilà, surface Oui. des lunes, la lune Europe, qui est protégée plus que toute autre surface du système solaire, Oui. plus que celle de Mars, parce que c'est un très bon candidat Oui. à la vie, en fait, meilleur que la surface de Mars. Et donc, elle bénéficie d'une protection Statut, qui oui. doivent être d'un statut très particulier. On n'a pas le droit d'y envoyer quoi que ce soit à la surface qui a été contaminée sur Terre. Oui. Donc, on va prendre le soin, avant d'avoir vidé le carburant, d'envoyer notre sonde à l'intérieur de l'atmosphère de Jupiter Oui. pour qu'elle y brûle. Et ce sera d'ailleurs très intéressant Oui, aussi, oui. puisqu'au Pourquoi début de l'entrée, elle enverra encore des données, Ça. et ce sera passionnant parce que l'atmosphère de Jupiter est pas si bien connue. Exactement. Comme Cassini, je crois. Sur Comme Cassini, mais là Saturne, c'était un... Oui, à la fin, effectivement. C'est à la fin. Et elle avait aussi envoyé Huygens sur Titan. Oui, exactement. Et Galileo avait envoyé son module d'entrée, la sonde américaine de la fin des années 90 qui explorait Jupiter, Oui. avait un module d'entrée dans l'atmosphère de Jupiter, qu'elle avait D'accord. lancé en arrivant vers l'atmosphère D'accord. et qu'avait émis pendant Tout à fait. quelques heures. Oui, d'accord. Bah, très bien. Et donc, la mission arrive. Il faut, puis on va pas tarder à finir cette conversation. Il faut analyser les données un moment. Donc, qui fait quoi? Comment ça marche? Est-ce que c'est toi tout seul dans ton coin? Est-ce que c'est les équipes? Voilà, comment ça s'organise? Il faut tout une ça armée. Il faut une armée. C'est là que l'équipe est la plus grande. Sur la plupart des missions, c'est vrai. Sur la plupart des missions, c'est là que l'équipe est la plus grande. Ouais. Il y a encore un petit peu de personnel technique. Il y a des informaticiens, des électroniciens dans Oui, les oui. centres de contrôle des agences Tout à qui fait. récupèrent les données, qui les récupèrent par des antennes. On reçoit les données qui viennent de la sonde. Pour le cas de Magis sur Juice, on s'attend à une 50aine de kilobits par seconde de débit de données. Si tu as envie de télécharger une super image de ton réflexe préféré qui fait 4-5 mégas à cette vitesse-là, tu vas pas être content. C'est ça. C'est très, 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 très lent. On n'a pas le débit de la fibre dans l'espace, loin de là. C'est même pas les modems. Je me souviens plus Non, comment oui, c'était les c'est modems. même inférieur. Ceux qui Il y avait connaissent du les 58, modems. il y avait du 58 kilobits. Oui, c'est ça. Ouais. Là, on sera à une cinquantaine. Donc c'est long.
C'est long, il faut être patient. On récupère au cours du temps. New Horizons, la mission américaine vers Pluton dont je parlais tout à l'heure, ils sont encore en train de récupérer les dernières données. C'est ça. Ils sont passés quoi en 2004 du mal avec enfin, quelques années. 15, juillet 2015, ça me dit bien ça quelque fait 5 chose. ans, ils sont encore en train d'envoyer les données. Pour une vingtaine d'heures d'observation. Oui, parce que le en début plus, est très nous là on parle de plus de 2 ans d'observation. Donc il faut ces gens-là pour récupérer les données, et ensuite une armée de scientifiques, plus qu'il n'y en a jamais eu jusqu'ici sur le projet, qui vont être des co-AI, des co-investigateurs, qui vont participer à la mission, recevoir les données et les exploiter. Ouais. Et c'est là qu'il faut une armée d'étudiants, une armée de thésards, une armée de postdocs, une armée de chercheurs. Plein de jeunes chercheurs brillants. Souvent les jeunes, oui, parce que les plus anciens, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font le travail du Lego du début, c'est-à-dire qu'ils sont en train de plancher sur la prochaine mission. C'est ça. Il y a des phases comme ça qui s'imbriquent. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, peut-être ? Oui. Donc là, tu nous as dit que tu avais fait effectivement une thèse de doctorat en tant que scientifique, et puis là, tu as un job d'ingénieur. Mais qu'est-ce qui fait que voilà, le petit Pierre a peut-être voulu être astronome un jour, ou pas, ou il faisait autre chose, et puis il est tombé dans la marmite. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui ? Alors, je suis tombé dans la marmite très tôt. Je suis tombé dans la marmite vers 7-8 ans, je pense, si mes souvenirs sont bons. Ça a commencé de la manière un peu caricaturale de le ciel c'est beau. Voilà. La musique. J'avais ça. Alors, pas exactement celle-là, mais ça ressemblait. Des une question de génération. Roland Lehoucq et moi avions la même, donc tu as dû avoir un modèle un peu plus récent que ce modèle-là. Alors, au début, c'était pas à moi. C'est des astronomes amateurs qui prennent mon lieu de vacances, participer aux Nuits des Étoiles. Oui, c'est souvent grâce à des opérations comme celle-là qu'on crée les vocations, d'où l'importance. Et puis, je regardais, c'était joli, et le monsieur, il expliquait plein de choses, et ça avait l'air rigolo. Et moi, je pensais à mes dinosaures aussi, et puis aux chevaliers, c'était sympathique. Mais entre les dinosaures, les chevaliers et le télescope, c'est le télescope qui l'a emporté au fil du temps. Avec les premiers cours de physique, avec les rencontres que j'ai pu faire, qui ont été vraiment déterminantes, mes professeurs, mais aussi les gens que j'ai rencontrés dans ce type d'événements d'astronomie amateur, souvent. Et puis à partir de là, c'est devenu un projet d'études, parce que je voulais en faire mon métier. Donc c'est passé par un parcours un petit peu classique au laboratoire, qui est, après le bac, de commencer par 2 ans de prépa, puis de venir à l'université faire de la physique fondamentale, pure, puis se spécialiser vers l'astrophysique. Un parcours parmi d'autres, il y a d'autres moyens d'y arriver. On peut passer exclusivement par les écoles d'ingénieurs, on peut ne pas passer complètement par la fac, tout ça, ça marche. On arrive en tout cas à un point d'étranglement qui est le master en astronomie astrophysique. Pour la partie recherche, c'est vraiment le passage obligé, qui ouvre vers les thèses. Pour être chercheur, c'est obligatoire. J'ai fait cette thèse en astronomie et astrophysique, plus spécialisée sur le côté instrumental, parce que je commençais à voir que tout le bricolage dans le garage de Pépé, ça avait laissé des traces. Et là, vraiment, ce sont 2 éléments tout à fait véridiques. Et je savais que toute la journée devant mon écran, j'y arriverais pas, qu'il me fallait du contact avec le concret. Donc le plus instrumental possible. Ça a bien marché. Et puis, figure-toi qu'au cours de ces années, à être plus en contact possible avec l'instrumental, j'ai fini par me dire que, en fait, c'était ça le plus rigolo de mon point de vue. Et donc je suis en train de tourner complètement ingénieur et moins en moins astrophysique recherche. C'est ça. Mais c'est essentiel parce que. Mais je veux garder le lien avec les deux, parce que c'est la raison d'être de ce travail d'ingénieur et de cette diffusion du savoir et des apports techniques et scientifiques que l'on fait. Ça, c'est pas là pour rien. Connaître la densité, le contenu chimique de ce petit objet, essayer de savoir si ça a apporté les premières briques de la vie sur Terre, c'est absolument passionnant. Fabriquer de la couverture de survie, je suis sûr qu'il y a des millions de gens qui disent aussi que c'est passionnant. Voilà. Donc je trouve les deux passionnants. Exactement. C'est ce qui est en train de me diriger là actuellement vers cet aspect plus ingénierie, c'est une considération purement quotidienne. C'est le travail quotidien qui m'entraîne un peu plus vers un côté que l'autre, mais j'ai très envie de garder le contact avec les deux. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes qui nous écouteraient pour faire des métiers, alors soit dont on vient de parler évidemment, mais globalement d'autres métiers qui paraissent peut-être non pas inaccessibles, mais qui paraissent lointains. Tu as parlé de master, tu as parlé de classe prépa. Oui, c'est lointain. Oui, à la fin de la thèse, c'est Bac+8. Oui. Voilà, et en plus, la thèse, c'est Bac+8. Voilà, puis on sans parler du reste. Mais voilà, parce que le poste, c'est Bac+, 15, l'histoire est longue. Voilà. Voilà, qu'est-ce que toi, en fonction soit de ton parcours, soit des étudiants que tu as vus, ou voilà, quel genre de conseils, toi, tu aurais envie de donner ou pas à des gens que... C'est pas évident de donner des conseils dont je sois très très sûr avec le peu de recul que j'ai encore. Mais j'ai eu la chance d'enseigner pendant ma thèse, et je l'ai encore d'ailleurs, et
expérience formidable qui, je pense, m'a aidé à prendre un peu plus vite du recul sur certains aspects de mon parcours. Peut-être que l'élément le plus important que j'ai envie de donner, c'est souvenez-vous pourquoi vous êtes là, et donc gardez confiance. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que c'est long. Effectivement, c'est long. Et c'est parsemé jusqu'au Master 2, donc jusqu'au Bac plus 5, et même encore pendant une grande partie de la thèse, de plein d'éléments pas drôles. Vraiment. Et qui n'ont rien à voir, ni avec les éléments chimiques qu'il y a sur Tchouri, ni avec la couverture de survie, ni avec l'alignement de mes optiques. Mais vraiment rien du tout. Et le problème, c'est que souvent, c'est des métiers, comme ils apparaissent lointains dans leur réalisation, vers lesquels on se dirige parce qu'on a des étoiles dans les yeux. Hein. C'est exactement la caricature que je viens de te faire avec moi au télescope de l'astronome qui me montrait le ciel. C'était ça. J'y suis allé parce que j'avais des étoiles dans les yeux. Donc, à partir de la fin du lycée, il m'a fallu chercher des moyens de me rappeler de pourquoi j'étais là. Pourquoi est-ce que je suis devant Maths 2 les mines 2013 à me demander si ma matrice est diagonale ou pas ? Sincèrement, quel rapport ? Alors, il n'y en avait pas de rapport, mais il fallait passer par là. Et par bien des aspects, c'est normal. Et ça se comprend très bien après. Donc, il faut essayer de s'apercevoir tôt qu'on aura ces problèmes de « qu'est-ce que je fais là ?» et anticiper. Et essayer de se dire je vais me trouver des moyens de me rappeler à ça. Moi, ça a été l'astronomie amateur que j'ai beaucoup pratiqué. Et le soir de Maths 2 de Centrale à me demander si la matrice est diagonale, jeter un œil à Jupiter dans mon télescope, ça fait plaisir. J'ai pas pu le faire, fallait que je me couche tôt pour physique 2 le lendemain, mais quelques semaines après, j'ai pu le faire. Et donc, je pense qu'il faut penser à ça et que c'est très 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 important parce que du découragement, qu'est-ce qu'on en voit et qu'est-ce que ça fait mal parce qu'on a besoin du découragement souvent pour de mauvaises raisons. Parce qu'on a besoin de profils extrêmement variés. Ça demande de la patience, mais le Lego au début, il avait l'air un peu rigolo sur les bords, c'est pas pour rien. La caricature du génie en blouse blanche avec son Erlenmeyer fumant dans la main, elle est on ne peut plus fausse. On cherche pas des génies, du tout. Loin de là. Donc, il faut pas se censurer, garder les étoiles dans les yeux, trouver des moyens de les garder, bien être conscient que c'est lointain, mais c'est pas grave, c'est à force d'essayer qu'on y arrivera. Et en arrivant dans ma thèse, j'ai eu ce moment formidable de réaliser que j'y étais. Et c'est génial. Et il faut en profiter et il faut essayer d'aller vers ce moment où, enfin, on réalise la chance qu'on a et l'aboutissement du parcours que c'est. Et ça veut dire, c'est la conséquence directe, ne pas se décourager. Et donc ne pas se décourager, c'est garder l'envie, garder la motivation. Et qu'est-ce que ça fait mal quand on voit des étudiants pour qui ça marche pas, des étudiants ou des proches, j'ai la même situation autour de moi, je baigne dans un milieu qui est très proche de ça, dans mon cercle d'amis. Combien d'exemples j'ai qui me viennent en tête combien de fois j'ai eu l'occasion et la tristesse de remarquer que le discours « Mesdemoiselles, accrochez-vous encore plus que messieurs », c'est important, c'est vrai. Et c'est pas juste. Mais du coup, au minimum, il faut en avoir conscience. Ça demande de s'accrocher. C'est pas parce que le partiel de maths du mois de mars de L3 s'est horriblement mal passé, que je comprends rien au cours, que quand je suis allé voir pour 2 demandes de stage, on m'a limite rionné parce que mince, je suis pas tombé sur les bonnes personnes, je suis pas tombé sur un bon jour dans leur journée, voilà, ça s'est mal passé, ça arrive. Je ferai jamais d'astrophysique dans ma vie. Non, faut pas faire le lien entre les deux, ça n'a rien à voir. Il faut y aller, essayer, et il n'y a pas de raison, ça peut marcher pour tout le monde. Faut rien lâcher. Voilà. Merci Pierre pour ces conseils et cette vision éclairante sur les missions spatiales. Bonne continuation. Merci à toi. Au revoir. Très bonne soirée, bonne nuit.
Et nous revoilà en live. Félicitations, vous avez tenu jusqu'à presque la fin du live. Bravo. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Restez parce que dans pas longtemps, on va avoir Franck Marchi depuis la Californie pour une observation du ciel en direct grâce à la technologie. C'est incroyable. Mais avant ça, on a peut-être des questions dans le chat. Oui, nous avons eu une question de Cathy Iridium qui demande qu'est-ce qui est devenu Philae après l'envoi des données. Ah le moment de sortir Philae et Rosetta. Parce que ça, c'est de la magnifique peluche de Rosetta, Rosetta qu'on a là, et Philae qui est juste dessus. Bon, c'est pas à moi, mais voilà, je l'emprunte. Merci Sophie. Donc ouais, la mission, je sais pas c'est exactement ce que Pierre a dit dans sa conférence sur Rosetta Philae, puisque je n'ai pas vu la vidéo, mais bon, visiblement il a parlé de Philae. Donc pour rappel, c'est une mission qui s'est posée sur une comète, sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, qu'on appellera Chury, pour des raisons de simplicité évidente. Je suis étonnée de réussir à le dire aussi clairement à cette heure tardive, matinale, je sais même plus ce qu'il faut dire. Et donc donc cette mission, donc on a Rosetta qui est un satellite qui s'est mis en orbite autour de la comète, et Philae, un petit atterrisseur qui s'est posé sur la surface. Et c'est une histoire pleine de rebondissements, puisque Philae devait donc normalement se poser, devait avoir des harpons qui devaient l'ancrer sur le sol, et avait normalement un petit propulseur dirigé vers le haut pour la plaquer sur le sol, mais ça n'a pas fonctionné, et donc Philae a rebondi, a fait 2 rebonds, un premier de 1 ou 2 heures je crois, quelque chose comme ça, et un deuxième de quelques minutes. Et donc il n'a pas atterri là où il était censé atterrir, il a atterri quelques kilomètres plus loin. Et le problème, c'est qu'il était bancal, il avait 3 pieds, donc un des pieds qui était complètement en l'air, et il était à l'ombre. Donc il avait des batteries pour pouvoir prendre des mesures quand même. Mais ces panneaux solaires n'ont pas pu le recharger complètement, enfin même pas du tout en fait, enfin à peine, un petit peu. Et donc au bout de 3 jours de mesure, il est tombé en panne, il n'y avait plus de jus, plus rien du tout. Donc il s'est endormi, il est passé en hibernation. Et donc après, la comète s'est rapprochée du Soleil, donc il a fait de plus en plus chaud, et donc on a eu l'espoir que Philae se réveille, qu'il y ait suffisamment de lumière du Soleil pour alimenter les panneaux solaires. Et on a essayé de communiquer avec lui pour essayer de le réveiller, de refaire des mesures. On a réussi à rentrer en communication, mais pas assez longtemps pour faire quoi que ce soit. Et la comète a continué son tour autour du Soleil et est passée au périhélie, donc le point le plus proche du Soleil. Et là, Philae a probablement eu très très chaud et elle a probablement complètement cramé et n'a pas survécu. Voilà. Donc, mais bon, malgré tout ça, on a quand même eu des mesures super intéressantes. Et même pendant les rebonds, en fait, tous les détecteurs, tous les capteurs de Philae étaient allumés. Et donc même pendant les rebonds, on a eu plein de données auxquelles on ne s'attendait pas. Donc c'était quand même intéressant. Voilà. Il y a eu plus de 90% des buts scientifiques qui ont été atteints, je crois. Donc c'est une belle aventure. Ouais, et il y a du travail pour des chercheurs et des doctorants pendant un bon moment encore. Voilà. Est-ce qu'on a des dessins ? Alors oui, tout à l'heure on parlait de Thomas Pesquet, donc j'ai représenté un astronaute dans sa fusée, avec à côté une petite manette à tirer en cas de besoin absolu de s'arrêter, arrêt d'urgence, un peu comme il y a dans le métro. Excellent. Et Pierre nous a raconté j'ai toujours aimé bricoler les instruments. Et comme voilà, c'était aussi une soirée en lien avec le jazz. Notre petit Pierre se dit astrophysicien, jazzman, c'est un peu pareil, non ? Eh ben merci pour vos dessins. Vous avez été super productifs. Je suis impressionnée. Parce que vous avez quasiment pas fait de pause, quoi. Enfin, donc bravo et merci à vous deux. Est-ce qu'on a Franck qui est revenu en ligne ou pas encore ? Il va falloir meubler une minute. Il est 23h et donc il est 23h, enfin en heure de... Eh bien, pas de souci, pas de souci. Donc faut attendre. Eh bien, en attendant, si vous avez des choses que vous voudriez observer dans le ciel,
de la Californie. Vous pouvez peut-être les envoyer dans le chat, on verra si c'est observable ou pas, j'en ai aucune idée. On a des astronomes dans la salle, il paraît, on va peut-être essayer de se débrouiller. Pour donner le nom de ce nounours. Alors c'est Rosetta et Philae. Rosetta, c'est le satellite qui s'est mis en orbite autour de la comète. Et Philae, qui s'appelle 67P Churyumov-Gerasimenko. Normalement, j'arrive toujours à le prononcer. Ça. Je suis pas trop fatiguée, ça va. On peut tenir encore à 14 heures sans problème. Et ouais, donc si moi je peux continuer de parler de Rosetta Philae, du coup, en attendant. Du coup, ouais, la sonde. La sonde a voyagé pendant 10 ans avant d'atteindre la comète. Donc elle est passée au-dessus de Mars, au-dessus de la Terre plusieurs fois pour faire ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles pour pouvoir accélérer, en fait, utiliser la gravité de ces planètes pour accélérer, pour aller assez vite pour rattraper la comète, parce qu'une comète ça va vite. Et tout ça lui aura pris 10 ans. Et pendant tout son voyage, il y a eu quelques années en fait où elle était en hibernation. Comme quand on est loin, elle a des panneaux solaires qu'on voit ici, qui sont magnifiquement représentés. Et le problème, c'est que quand on est loin du soleil, les panneaux solaires, ça ne fonctionne pas. Et donc, ils l'ont mis en hibernation, ils ont tout éteint, quasiment. Et donc, on n'avait plus de nouvelles pendant un petit moment. Ils l'ont réveillée après, au bout de quelques années. Et tout marchait bien, ils ont testé tous les instruments. Et gros soulagement pour tous les scientifiques et ingénieurs qui travaillaient dessus. Tout a bien fonctionné, tout s'est bien réveillé.